Sophie venait juste de claquer la porte derrière elle pour se rendre chez une amie. Elle m'avait dit vouloir réfléchir et se changer les idées. Elle m'avait expliqué que les travaux la rendaient nerveuse et que cette histoire de lettres l'avait troublée. Je ne l'ai pas retenue outre mesure car je souhaitais me plonger dans une analyse fine des informations susceptibles de traîner sur Internet à propos de mes mystérieux interlocuteurs UMAT. Un verre d'eau pétillante à proximité de la main, je m'installai confortablement devant l'ordinateur. J'entrai d'abord le mot UMAT dans le moteur de recherche, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Google renseignait très bien ce terme jusqu'alors étranger à ma connaissance. Il y avait un long article de Wikipédia qui racontait qu'un collège de scientifiques du monde entier s'était mis à recevoir, dès les années 60, des quantités de lettres de ces mystérieux interlocuteurs venus du cosmos. D'après Google, les lettres semblaient foisonner d'informations scientifiques étranges et qualifiées le plus souvent de farfelues par les scientifiques, et, toujours d'après Google, ces lettres faisaient l'objet de blagues turpifiantes au cours de chacun des colloques internationaux qui réunissaient ces scientifiques. Il était question du plus grand canular du siècle, et chacun voulait dévisager un collègue derrière cette curieuse entreprise. Il demeurait cependant surprenant que l'UMAT terrien ou martien s'adresse à tous par-delà les frontières géopolitiques très strictes du moment. Un Français se démarquait des autres, il s'agissait du professeur Broch, chercheur au CNRS. Il avait fait des travaux complexes sur les univers gémellaires qui corroboraient les théories les plus ambitieuses de Sakharov, et prétendait avoir pu arriver à de telles conclusions grâce notamment aux documents UMAT. Cette forme de publicité lui valut d'être mis au banc du CNRS alors même que ses travaux étaient reconnus par les scientifiques du monde entier. Ce fait m'intrigua particulièrement. J'ai voulu en savoir plus sur ce professeur Broch, et voguant ainsi de lien en lien grâce à Google, j'ai pu voir qu'il travaillait sur des travaux de propulsion ultramoderne appelés la magnéto-hydrodynamique. D'après Broch, ce procédé de propulsion révolutionnaire serait déjà utilisé par les Américains pour leurs armements les plus sophistiqués et les plus ultra-secrets qu'ils auraient développés grâce à la découverte d'une soucoupe volante qui se serait écrasée à Roswell en juillet 1947 au Nouveau-Mexique américain. J'étais fasciné par ce que je découvrais et devenais de plus en plus intrigué par la lettre reçue le matin même, quand mon téléphone se mit à sonner. C'était Mélanie Anne Segap. « Bonjour Gérard, c'est Mélanie Anne. »« Ah oui, bonjour Mélanie. J'ai trouvé une lettre dans mon sac. »« Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestre ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai reçu ça ce matin et je ne sais rien de plus. » « Je l'ai montré à Ange. »« Ah bon ? C'était bien nécessaire, tu crois ? » ?»« Il m'a dit que c'était un canular, mais qu'il fallait le prévenir si d'autres lettres te parvenaient. Il surveille ces gens-là, ce sont des sectes. »« Ah, d'accord, mais c'était pas nécessaire, vraiment. »« Tu veux récupérer la lettre ? » ?»« J'aimerais bien, oui, cela m'amuse. Je la donnerai à Sophie demain. »« Merci, Mélanie Anne. À bientôt. Oui, bonne soirée à toi. »« Merci, au revoir. Au revoir. » Ce que j'avais redouté le plus venait de se produire. Le chef de la DCRI savait maintenant que j'étais en contact avec un truc qui me dépassait complètement et aux enjeux que j'ignorais totalement. Si Manuel avait été là au moment où j'avais découvert la lettre, il m'aurait sans doute bien conseillé et là tout partait de travers. J'étais abattu, d'autant plus que le ton de Mélanie Anne avait été plutôt sec. Je n'aimais pas cette femme depuis le début à cause de son côté concierge de bas étage, mais il avait fallu que la lettre finisse dans son sac. Il était 23h23 et j'entendais Sophie derrière la porte en train de faire jouer son trousseau de clés pour trouver la seule clé qui ouvrait la porte blindée de son appartement.
Elle parut dans l'embrasure de la porte et avait l'air détendue. Elle avait sans doute bu quelques verres avec son amie Estelle, l'esthéticienne du bout de la rue. Je décidai de ne pas lui parler de ce que j'avais découvert sur Internet à propos des humates, mais lui raconter immédiatement le coup de fil de Mélanie Anne. Elle ne prêta pas beaucoup d'attention au fait que Mélanie Anne ait lu la lettre ni qu'elle en ait parlé à son mari, et semblait d'accord sur le fait que cette lettre devait émaner d'une quelconque secte. Je n'en dis pas davantage et me glissai dans la salle de bain pour prendre une douche chaude avant que de me plonger dans un bain. Je fermai les yeux et m'endormis peu à peu à mesure que l'eau devenait froide. Je me suis réveillé tard et frigorifié. J'ai enfilé un peignoir et suis allé me lever contre le corps soyeux de Sophie qui dormait toujours nue.